Bonsoir, bienvenue au Maïf Social Club pour cette nouvelle conférence de La Ruche qui dit oui. Je vais vous faire une présentation rapide du lieu pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc le Maïf Social Club est un lieu voulu et créé par la Maïf. C'est un lieu innovant, culturel, collaboratif. Il est ouvert à tous, sociétaires Maïf ou pas. C'est un lieu gratuit. Nous accueillons des classes en journée dans la semaine et également tous les 2 mois La Ruche qui dit oui avec une conférence. La Ruche qui dit oui que vous avez pu apercevoir en bas pour la vente du jour. Nous accueillons donc ce soir la thématique du verre et de l'air dans la maison. Donc je vais laisser la parole à Hélène et à ses invités pour nous donner quelques astuces pour transformer notre chez nous en un cocon zéro pollution. Bonne conférence et on se retrouve en bas pour terminer les échanges. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Bonsoir et donc bienvenue pour cette nouvelle conférence sur le thème du verre et de l'air dans notre maison. Alors aujourd'hui, on passe en moyenne 80% de notre temps à l'intérieur. On respire en moyenne entre 12 000 et 15 000 d'air par jour. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nos poumons et nos santé? On va le voir tout de suite, puisque en fait, l'objectif de cette conférence est de voir s'il n'y a pas des polluants cachés un peu partout, dans notre salle de bain, dans notre cuisine, sous notre canapé. Comment respirer mieux? Quels matériaux privilégier? Est-ce qu'on doit adopter des plantes ou non? Quels produits ménagers inviter? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour répondre à ces questions, nous avons 4 intervenantes. C'est souvent très féminin, le plateau du Maïf Social Club, et c'est très bien. Donc, nous avons Souad Boulala, qui est donc ingénieur qualité de l'air intérieur, enfin de l'air tout court, mais aussi intérieur à l'ADEME. Nous avons Isabelle Doumenc, qui est naturopathe, et qui a écrit un livre « Perturbateur endocrinien, une bombe à retardement pour nos enfants ». Ça fout un peu les jetons, mais on verra ça tout à l'heure. Nous avons Pauline de Brabander, qui est chargée de projet Zéro Ouest France, et qui a écrit un guide « Améliorer la qualité de l'air intérieur grâce au zéro déchet ». Et puis enfin, nous avons Audrey Etner, qui est directrice déléguée du magazine Féminin Bio, qui regorge d'astuces pour préserver notre air et plein de choses encore. Avant de passer la parole à Souad pour dresser un état des lieux, on a un petit film, comme d'habitude, donc d'une petite minute, qui a été réalisé par l'association Qualitel, qui va juste planter un petit peu le décor. Alors, je me tourne là parce que ouais, vous voyez pas, mais un ordinateur qui est caché derrière ce... Pour améliorer la qualité de vie dans sa maison ou son appartement, il est indispensable de connaître certaines notions, comme la qualité de l'air intérieur par exemple. Nous passons 80 à 90% de notre temps dans un espace clos. Logement, transport, bureau, école. Mais savez-vous que l'air intérieur peut être plus pollué que celui de l'extérieur? Il peut même être la cause d'irritation, de maux de tête, d'asthme, et même jouer un rôle dans l'apparition de certaines maladies. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que la qualité de l'air intérieur? Concrètement, elle dépend de la concentration en polluants et du renouvellement d'air dans le logement. Regardons de plus près l'appartement des Lefort et la maison des Bertins. Les 2 familles subissent d'abord une pollution venant de l'extérieur. Les champs cultivés autour apportent des pesticides, mais aussi des pollens. L'usine d'à côté et la circulation automobile influent sur la qualité de l'air respiré dans l'appartement. Mais il y a aussi une pollution de l'air qui provient de l'intérieur des logements. Des acariens, de la poussière, des fibres, des moisissures liées à l'humidité, mais aussi des polluants appelés composés organiques volatiles, ou COV, qui viennent des vernis, des peintures, des colles ou du mobilier. Et puis il y a notre style de vie. Quand les Bertins ou les Lefort font la cuisine, allument une bougie parfumée pour supprimer les odeurs, l'humidité du linge qui sèche dans leur salle de bain, les émanations des produits utilisés par le pressing, les produits d'entretien ou de bricolage. Voilà, c'était une petite introduction. Après, la vidéo dure trop longtemps pour la présenter ici. Souad, alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'est la qualité de l'air intérieur et quels sont les polluants, où se trouvent-ils? Enfin, dresser un petit peu un premier état des lieux. Donc,
le film introduit bien qu'est-ce que la qualité de l'air intérieur. Donc il y a différentes origines déjà de la qualité de l'air intérieur. Il y a déjà l'air extérieur, comme ça a été présenté avec les différentes sources. Il y a également le sol, à ne pas négliger, le radon, qui est un gaz naturel qui existe dans certaines zones granitiques, donc qui est un cancer, deuxième cancer après le cancer du tabac. Et il y a également donc une multitude de polluants qu'on trouve chez nous via le mobilier, tout ce qui est meubles, via le bricolage, tout ce qui est peinture, la cuisine. Et nous-mêmes, en tant qu'occupants, on émet des polluants. Il y a également les bougies, quand on fait du bricolage. Voilà, on a une multitude de polluants qui se cachent, que ce soit chez nous, dans les bureaux, dans les écoles, dans les transports aussi. Il y a eu des études qui ont été menées où l'intérieur d'une voiture est beaucoup plus pollué que l'intérieur d'un autobus, etc. Donc voilà, on a une multitude de polluants et c'est quelque chose, c'est comme une pelote de laine qu'on tire et on a une multitude de sources en fait qui s'ajoutent les unes aux autres. Alors il y a un observatoire qui a été créé il y a quelques années qui s'appelle l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. C'est quoi un peu les comptes rendus de leurs études? On en est où? L'air intérieur, il est très pollué, peu pollué? Alors l'air intérieur est justement du fait qu'on est dans un lieu fermé, clos, plus confiné, donc est beaucoup plus pollué, 10 à 15 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc il y a eu des campagnes qui ont été menées il y a 10 ans dans les logements où voilà, on a réussi à voir les sources un peu et vraiment une cartographie de la France pour voir quels sont les polluants les plus importants par rapport à l'air extérieur. Et alors, est-ce que les logements sont plus pollués en ville ou ils sont plus pollués à la campagne où il y a des champs et des pesticides? Alors, c'est un peu compliqué là, parce qu'il y a d'une part l'air extérieur, mais également notre mode de vie et la façon, voilà, de notre moyen de consommation aussi. Donc, c'est un peu difficile. On peut dire que bon, dans une zone urbaine, on a quand même pas mal de polluants liés au trafic automobile, qui est quand même une source importante de pollution extérieure. On a le problème des particules, donc, qui rentrent à l'intérieur des maisons. Et puis les pesticides aussi. On a moins d'études sur les pesticides. Les pesticides n'ont pas été mesurés dans les campagnes, mais c'est une cause non négligeable de pollution, dont entre autres des perturbateurs endocriniens dans les pesticides. Alors, si on devait classer ces polluants, pas grande famille, entre les polluants chimiques, biologiques, est-ce que... Alors, un peu le panorama, ouais. Donc on a les polluants chimiques tels que les composés organiques volatiles, il y a le formaldéhyde, le fameux indicateur de la pollution de l'air qui se trouve un peu partout, dans les produits de décoration, dans les meubles, voilà, dans les vernis, les colles, etc. Donc c'est les polluants donc, chimiques, les composés organiques volatiles. Il y a les composés organiques semi-volatiles où il y a les perturbateurs endocriniens qui en font partie. Il y a les phtalates, il y a tout ce qui est perturbateur. C'est quoi les phtalates? Alors les phtalates, ce sont certains composés, tout ce qui est plastique mou en fait, est composé de phthalates. Il y a dans les... Genre ça par exemple? Non, il y a un peu semi-rigide, oui, mais plus mou un peu dans les tapis, justement. On va revenir peut-être aux jouets, où voilà, vous allez peut-être compléter. Oui, les phtalates, il y en a par exemple dans les rideaux de douche, dans les sols en PVC, des choses comme ça. Ça, c'est trop rigide pour qu'il y en ait. Oui, voilà, c'est trop rigide, exactement. Il y a dans certains canapés les retardateurs de flamme qui posent problème aussi, qui sont dans les perturbateurs endocriniens. Il y a tout ce qui est particulaire, qui est plutôt des polluants physiques. Le radon, qui est un gaz naturel. Et il y a également tout ce qui est produits biologiques. Alors, il y a les pollens qui rentrent de l'extérieur, il y a tout ce qui est moisissure, il y a les acariens. Voilà, il y a une multitude de familles qu'on peut trouver chez nous. Là, par exemple, si on fait un petit tour de la pièce. Alors, les revêtements de sol, alors, il n'y a pas vraiment beaucoup de peinture, s'il y a un peu de peinture. Je pense, alors, je ne sais pas s'il y a des retardateurs de flamme dans ces chaises-là, c'est possible. Tout ce qui est un peu rembourré, dès qu'il y a du rembourrage, on a des composés organiques semi-volatiles. Et puis nous, on est porteurs aussi. Bon, on émet du dioxyde de carbone déjà. J'espère qu'on n'a pas un lieu confiné. On émet nous-mêmes du dioxyde de carbone, qui n'est pas vraiment un polluant, mais qui mesure un peu le confinement dans un lieu. Et s'il y en a trop, on est un petit peu endormi. Bon, il y a des polluants partout, on a compris. Et qu'est-ce que ces polluants, quelles sont les maladies qui émergent en fait suite à cette pollution de l'air intérieur? Alors il y a, selon le polluant, selon la quantité, selon le temps qu'on passe, il y a des polluants qui sont mortels. À nos jours, le monoxyde de carbone,
qui est un gaz mortel. S'il y a un mauvais entretien d'un chauffe-eau, etc., on entend régulièrement des morts. Il y a une centaine de morts par an liées au monoxyde de carbone. Donc voilà, on a un gaz mortel immédiat. Il y a des cancérogènes comme le formaldéhyde ou le benzène, qui est plutôt émis par l'extérieur, le benzène, mais voilà, qui rentre à l'intérieur de nos maisons aussi. Et il y a des allergènes, comme le pollen, les moisissures. Voilà, on va du mortel à des polluants. Il y a les composés organiques, il y a des cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, je vous dis un mot un peu compliqué, qui font partie un peu des perturbateurs endocriniens. Il y a des arrêtés qui limitent un peu dans les matériaux ces composés-là. Voilà, donc on part du mortel à allergène, en passant par un cancérigène, voilà. Okay. Selon le polluant et la quantité. Donc ces maladies, elles sont officielles, elles sont reconnues un peu par les autorités sanitaires ? Plus ou moins. Il y a des maladies. Bon, le radon, voilà, on sait qu'il est cancérigène. Il y a une réglementation dans les lieux publics, dans les écoles. Il n'y a pas de réglementation chez soi, mais il y a une réglementation qui va être mise en place, par exemple, que quand il y a un achat ou une location d'une maison ou d'un lieu où il y a du radon, l'occupant doit être informé. Il ne sait pas combien il y a, mais il est informé qu'il est dans un endroit où il y a du radon. Donc, voilà, il y a des pas, mais voilà, il y a encore des progrès à faire sur ce sujet pour être mieux informé sur les conséquences de ces polluants. Et puis il y a des études qui sont menées aussi, parce qu'on n'a pas découvert tous les polluants. Il y a encore des travaux à faire sur ce sujet. Et est-ce qu'il y a un effet cocktail de ces polluants ? C'est-à-dire que certains pris isolés, finalement, seraient assez peu nocifs, mais il y a des effets de cocktail et on n'a pas encore assez de recul sur ce sujet pour vérifier justement quel impact ça peut... Et donc, voilà, on ne sait pas, est-ce que ça multiplie, de combien, mais c'est sûr qu'il y a un effet de cocktail. Alors, en 2011, l'Organisation mondiale de la santé évaluait à 4,3 millions le nombre de décès prématurés dans le monde liés à la mauvaise qualité de l'air intérieur. Est-ce que c'est un chiffre qui empire chaque année ou est-ce qu'au contraire, on va vers une qualité de l'air intérieur de plus en plus propre ? Alors le chiffre de 4,3 millions, vous dites c'est l'OMS, donc c'est dans le monde entier, et c'est beaucoup dans les pays en voie de développement où les cuissons se font au charbon. Donc là, on a une intoxication directe, quelque part, des polluants beaucoup plus forts. Alors qu'en Europe, le chiffre est beaucoup plus faible. Et par ailleurs, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur avec l'ANSES ont publié une étude en 2014 sur le coût de la pollution de l'air intérieur en France sur un an, le coût des soins. Et c'est 19 milliards par an, sachant que c'est porté sur 6 polluants seulement. Or, comme je vous l'ai dit, la famille est beaucoup plus... Donc c'est un coût minimal de santé publique à prendre en compte. Sachant qu'aussi, il faut rajouter la qualité de l'air extérieur aussi. Et est-ce que du coup, il y a des réglementations qui émanent de ça ? Est-ce qu'il va y avoir des normes sur le mobilier, sur la peinture, etc. ou des choses qui vont être interdites ? Alors, le Grenelle de l'environnement a mis en place en 2010 les prémices d'une réglementation. Les premières réglementations ont porté sur tout ce qui est produit de bricolage, les peintures, le sol, les revêtements de sol, les portes, etc. Mais tout ce qui concerne en fait les produits de construction. À l'intérieur, il y a une étiquette donc pour le consommateur de A+ à C. Voilà, c'est une étiquette sur les composés organiques volatiles qui sont émis. Donc A+, les moins polluants, C, les plus polluants. Donc voilà, c'est pour informer celui qui fait du bricolage, mais également dans tout ce qui est mairie, etc., quand ils font des achats publics, ils peuvent préconiser ce genre de matériaux lors de toute construction. Donc c'est un premier pas qui est fait. Il y a des décrets qui sont mis pour limiter certains polluants comme certains composés organiques semi-volatiles dans les matériaux. Il y a également le décret dans les écoles et crèches, justement d'en parler, les décrets dans les ERP, établissements recevant du public, qui doit entrer en vigueur en 2018, où il y a une surveillance, il y a un choix, soit une surveillance obligatoire de mesure de certains polluants dans les crèches, écoles élémentaires, écoles maternelles, écoles élémentaires, et petit à petit, ça va crescendo au fil des années jusqu'à 2023, en passant par les collèges, les lycées, et jusqu'aux EHPAD. Donc voilà, ça se met en place petit à petit. Donc il y a cette réglementation. Et puis il y a des réflexions sur tout ce qui est mobilier. Parce que c'est aussi un élément non négligeable de composés organiques volatiles. Il y a une étude de l'ANSES qui a été émise en 2015 où ils ont mis en exergue 24 polluants importants. On part plutôt vers une mesure du formaldéhyde, mais voilà, il y aura un étiquetage peut-être d'ici 2020 qui va être mis en place. Il y a un décret aussi sur les produits de consommation, sur tout ce qui est bougies, encens, en 2019.
il n'y aura pas d'étiquetage, mais c'est informer le consommateur qui doit aérer, même si c'est paradoxal, mais aérer après, parce qu'on met de l'encens pour cacher une odeur, mais d'aérer après utilisation de bougies et encens, et d'éviter de le mettre dans des chambres d'enfants, par exemple, parce que les enfants respirent 2 fois plus vite qu'un adulte, donc il faut vraiment faire attention à cette population, d'où le décret dans les ERP qui commence par les petits. Très bien, merci. Ça nous fait une excellente transition, les enfants vers les bébés et les femmes enceintes. Isabelle, donc vous êtes naturopathe. Vous avez donc écrit ce livre « Perturbateurs endocriniens, une bombe à retardement pour nos enfants ». Alors, en quoi une mauvaise qualité de l'intérieur est néfaste pour les femmes enceintes et les nouveau-nés, et pourquoi ? Alors, c'est lié à la particularité de ces polluants. Donc, les perturbateurs endocriniens, en fait, ce sont des molécules chimiques qu'on a partout dans notre environnement, mais aussi donc, les pesticides dont on parlait tout à l'heure. Et la particularité ce sont des polluants, ce sont des sortes de poisons pour notre organisme qui ne se comportent pas de la même manière que les autres polluants. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui au niveau scientifique, c'est que ce sont des polluants donc, qui perturbent le système endocrinien, c'est-à-dire tout notre système hormonal, d'où leur appellation, et ils vont être plus nocifs pour l'individu à certaines périodes de la vie. Il y a ce qu'on appelle des fenêtres d'exposition, des fenêtres de vulnérabilité. La période de grossesse est une période de vulnérabilité, parce que la grossesse est orchestrée par les hormones. Donc les hormones ont un rôle très précis dans le développement embryonnaire. Il y a des choses qui doivent se passer à un moment X, et si ça ne se passe pas, il n'y a pas de chemin en arrière qui est possible. Donc tout le développement du fœtus est particulier, a besoin, si vous voulez, d'informations hormonales extrêmement précises. Ces polluants sont appelés perturbateurs endocriniens parce qu'ils vont se fixer sur des récepteurs d'information. Les hormones, c'est comme des messagers, en fait. Donc, c'est une information qui doit arriver à un moment précis. Et si cette information, quand elle arrive sur la cellule de l'organisme et qu'il y a un leurre qui s'est fixé à sa place, elle ne va pas pouvoir rentrer dans la cellule et délivrer son message. C'est un des modes de perturbation de ces polluants. Donc, la femme enceinte est à risque pour cette raison. Le jeune enfant aussi, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il respire 2 fois plus vite. En fait, il y a une croissance cellulaire qui est extrêmement importante. Donc, il va être beaucoup plus fragile face à ces pollutions. Et puis après, on va retomber sur la période de l'adolescence, qui est aussi une période où le jeu hormonal est important. Et donc, il va falloir faire attention à ça. Donc, ils ont une particularité puisqu'ils dérèglent le système hormonal. On a ces périodes à risque, donc soit de grande croissance cellulaire, soit d'orchestration hormonale. Et puis, c'est des polluants qui sont souvent plus nocifs à faible dose qu'à forte dose. Donc, c'est aussi une autre particularité de ces polluants qu'on a bien identifié sur le bisphénol A notamment, dont on ne va pas forcément beaucoup parler là, mais par rapport à d'autres polluants. Et il y a ce fameux effet cocktail dont vous parliez tout à l'heure. Donc, pour revenir sur l'air intérieur, en fait, ça veut dire qu'au moment où on est enceinte ou au moment où on est en projet de grossesse, dès ces moments-là, ce seraient des instants de vie où il faudrait faire particulièrement attention à ce qu'on mange forcément, mais aussi ce qu'on va acheter comme mobilier, ce qu'on va utiliser comme produit ménager, ce qu'on va se mettre sur la peau. Voilà. Et ça a un impact assez important parce que, on le verra tout à l'heure, je pense, dans les solutions, c'est vrai qu'il n'y en a pas 36 000. Donc si déjà on peut limiter les émanations, en fait, c'est déjà un moyen de s'en protéger. Et on va limiter les émanations, par exemple, en décidant de ne pas forcément acheter beaucoup de choses neuves en termes de mobilier ou même de vêtements pour enfants ou autres, mais d'acheter des choses d'occasion qui auront déjà émis leurs particules. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, une des sources de pollution de l'air intérieur qui est un perturbateur endocrinien, c'est ce qu'on appelle les retardateurs de flamme. C'est des molécules qu'on met dans plein de produits de notre quotidien pour les rendre moins inflammables. Dans les tissus Dans les tissus, dans le mobilier, dans les moquettes, dans tout ce qui est électronique. On n'a pas cité les écrans tout à l'heure, mais dans tout ça aussi. Dans les peluches pour les enfants, dans des vêtements, donc aussi pour les enfants. Et ces molécules, en fait, ont du mal à rester liées aux produits et elles vont très vite se disperser dans l'environnement. Et a priori, sans que ce soit complètement scientifiquement établi, on dit que ça émane plus les 3 premiers mois de la vie d'un objet.
Voilà. C'est pour ça que, donc là je parle sous contrôle d'une scientifique, parce que je dis sans contrôle scientifique total, parce que j'ai pas lu tant d'études que ça là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on va dire par exemple qu'il vaut mieux, si on est en période de grossesse et qu'on veut préparer par exemple la chambre de son enfant, acheter de l'occasion. Puisqu'a priori, ça aura déjà émis ces molécules nocives. Ou si on nous fait un cadeau, je ne sais pas, une table à langer ou un lit, à ce moment-là, il faut essayer de le mettre entre quarantaine, entre guillemets, c'est-à-dire si on a un balcon, un garage, ou si on a des amis qui ne sont pas dans ces périodes à risque, on peut peut-être essayer de mettre l'objet à dépolluer, entre guillemets, pendant 3 mois ailleurs que chez soi, avant de le reprendre chez soi. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on pourra voir. Il y a les astuces pour quand on fait son ménage, etc. Mais c'est quand même à la base moins pollué. C'est quand même s'en protéger d'une façon importante. Alors dans votre livre, vous dites une bombe à retardement pour nos enfants. Est-ce qu'on a déjà des premiers chiffres en fait de l'impact de ces perturbateurs endocriniens sur les jeunes générations ? Alors, on n'a pas forcément de chiffres. Il y a un consensus maintenant scientifique et médical qui est que ces perturbations endocriniennes, en termes de santé, concernent tout un ensemble de pathologies qu'on appelle aussi bien ce qu'on appelle des maladies dites de civilisation. Alors, civilisation, ça veut dire nos sociétés occidentales, que ce soit sur certains cancers, mais aussi sur des problèmes de diabète ou d'obésité, et puis aussi sur tout ce qui va toucher à la reproduction. Donc les problèmes de fertilité, des problèmes de malformation chez les petits garçons, qui s'appellent hypospadias ou cryptorchidie, des pubertés précoces, mais c'est aussi tout un problème sur le développement cérébral, le quotient intellectuel, et sur l'augmentation de troubles comme l'autisme ou l'hyperactivité. Parce que là, c'est la thyroïde qui est en jeu et qui a un rôle extrêmement important pendant la grossesse pour le développement cérébral du bébé. Et ça, j'insiste un peu là-dessus parce que la qualité de l'air intérieur impacte beaucoup cette thyroïde. Les retardateurs de flamme bromée, le brome en fait est très proche de l'iode. L'iode, c'est un composant essentiel pour la fabrication des hormones thyroïdiennes. Donc ce brome va empêcher un peu la captation de l'iode par la thyroïde pour fabriquer ces hormones thyroïdiennes. Donc il y a aussi d'autres molécules polluantes dans l'air intérieur. Vous avez parlé des phtalates. Donc les phtalates, on va effectivement les avoir dans des matériaux plastiques comme des rideaux de douche ou comme des sols en PVC. On va avoir ce qui va venir des produits ménagers, les alkylphénols, le triclosan, qui sont un antibactérien qu'on va trouver aussi dans certains produits ménagers, mais aussi dans certains vêtements pour enfants marqués antibactériens. Sur les vêtements pour enfants, dès que vous avez des petits dessins en plastique, c'est du phtalate. Il y a donc tous ces fameux retardateurs de flamme bromée. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de sources de perturbateurs endocriniens qui peuvent polluer l'air intérieur de la maison. Nous, adultes, donc période à risque, femmes enceintes, on va les inhaler beaucoup. Un petit enfant, il va aussi, il mâchouille beaucoup. Donc il va les inhaler, il va les respirer, mais il va aussi les avaler. Donc on verra que ces polluants ils vont dans l'air et puis après ils retombent dans la poussière. Donc c'est vrai que quand on ramasse sa poussière, si on a des petits enfants qui sont à la période du 4 pattes, c'est important pour éviter d'aller ensuite trop toucher avec ses doigts cette poussière. Et ensuite en mettant les doigts à la bouche, c'est une forme de pollution. Voilà. Donc il y a un ensemble de pathologies comme ça. Il y a plus de, si vous voulez, il y a vraiment plus de doute aujourd'hui. Il y a eu, on est sur des histoires de lobby contre lobby au niveau des législations européennes, entre autres. C'est normal, ça touche tous les champs de notre économie. Donc c'est un vaste chantier pour arriver à prendre des décisions. On a la chance quand même qu'en France, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. L'ANSES, vous l'avez cité, qui est l'agence sanitaire française, a été très en pointe sur certaines normes qui nous protègent par rapport au bisphénol A, par rapport à certains phtalates dans les jouets, enfin par rapport à plein de choses. Donc la France a été un peu prescripteur au niveau européen. Bon là, l'élan est un peu cassé parce que l'Europe ne suit pas. Mais voilà, donc c'est vrai que il n'y a plus cette bataille de dire est-ce que vraiment ça pose ces problèmes sur la santé. Oui, il y a un constat, ça pose ces problèmes sur la santé, on ne peut pas forcément les quantifier, mais on sait que, alors en coût estimé, ça a été estimé au niveau européen à, je crois que c'est 157 milliards par an. Donc bon, il y a un moment, il faut qu'il y ait un coût de santé publique, même si humainement, quand quelqu'un est malade, enfin quand quelqu'un de proche est malade, il y a d'abord l'histoire humaine qui est extrêmement violente. Mais bon, pour faire bouger des politiques plus globales, ça se négocie d'abord avec des histoires de coûts.
Merci. On va peut-être passer aux solutions parce que là, on a quand même ingurgité pas mal d'informations un peu inquiétantes. Et donc, vous, Pauline, vous avez un plan d'action en 3 actes, en fait, pour un meilleur Alors, je ne parlerai peut-être pas de plan d'action parce que ce n'est pas vraiment aussi précis que ça. Mais effectivement, au sein de Zero Waste France, on a voulu réfléchir aux apports autres que la démarche zéro déchet pouvait apporter justement au quotidien. En fait, les améliorations sur la santé, c'est des questions qu'on nous pose très souvent. Et du coup, on se dit, bon, bah, justement, sur la qualité de l'air intérieur, est-ce que ça a un impact d'adopter une démarche zéro déchet, de réduire beaucoup de choses, et notamment ces déchets, puisque ça change toute la vie, tout son mode de vie. Donc du coup, c'est ce qu'on a cherché à comprendre. Et on a listé 3 grandes actions types qui ont un effet sur la qualité de l'air intérieur, parce que, comme le disait Isabelle, elles réduisent les sources de polluants, tout simplement. Enfin, il n'y a pas 36 solutions miracles. La base, c'est de réduire les sources de polluants. Donc la première de ces actions, c'est justement réduire tout ce qui n'est pas indispensable, en fait. Là, je prendrai l'exemple des produits ménagers. C'est évident. On en a tous une dizaine, voire une quinzaine, voire même plus dans nos placards. Est-ce qu'on a besoin de tout ça ? La démarche zéro déchet, elle est aussi un petit peu minimaliste dans son approche, à savoir, est-ce que j'ai besoin de 36 éléments différents pour laver la salle de bain, laver la gazinière, enfin laver le sol, laver les vitres, ou est-ce que finalement il n'y a pas des choses plus simples qui permettent de tout faire en même temps ? Donc cette réduction, c'est une démarche vraiment, est-ce que j'ai besoin de tel parfum, telle bougie ? Enfin voilà, ça va beaucoup plus loin en termes de confort. Est-ce que c'est indispensable pour mon confort ? Donc chacun doit mettre la barre là où il le sent, mais c'est des questions qui permettent de réduire beaucoup de produits. Du coup, ça s'accompagne aussi de réduire, oui, mais remplacer aussi par des produits un peu plus essentiels, en fait. Parce que justement, il y a des produits qui sont d'origine naturelle, qui n'émettent pas de composés organiques volatiles, notamment, et qui permettent de remplacer tous les produits d'entretien, par exemple. Et là, je vais reciter quelques recettes de grand-mère, parce que c'est un peu le b.a.-ba du zéro déchet aussi. C'est justement retrouver les produits naturels comme le bicarbonate de soude, comme le vinaigre blanc, comme le citron, tout simplement, pour l'acide citrique qu'il contient. Et à partir de quelques petits éléments comme ça, qu'on trouve assez facilement et qu'on trouve déjà souvent dans la cuisine aussi, on peut faire des recettes assez complètes pour faire tout le ménage, par exemple. Alors, par exemple, un nettoyant vitre. Un nettoyant vitre, il suffit de prendre du vinaigre blanc et de l'eau chaude, en fait, et de mélanger les deux, en diluant un peu plus, pas autant l'un que l'autre, mais en diluant, et ça fonctionne très bien. Pour une table en bois ? Pour cirer une table en bois, de l'huile d'amande douce ou de la cire d'abeille, par exemple. Vous voulez dire quelque chose ? Oui, je voulais dire qu'il y a un outil, ça paraît hyper rétrograde quand on dit ça, il faut faire son ménage, etc. Il y a un outil qui est génial qui s'appelle les microfibres. Et si vous prenez des microfibres avec de l'eau, vous pouvez faire les vides sans rien du tout. En fait, ça marche très bien. Une microfibre pour mouiller, une autre pour sécher, et voilà, pas de produit. Même pas. Donc, une personne nous dit que les microfibres étaient dangereuses. À quel niveau ? Les microfibres, en fait, le principe même de la microfibre, c'est qu'il y a beaucoup plus de fibres de coton qu'un tissu à plat. Et c'est des choses qui se lavent sans problème. Oui, et c'est des choses qui se lavent sans problème à la machine. Donc, à partir du moment où vous le lavez avec le reste du linge, il n'y a pas de... Il existe des microfibres qui sont synthétiques, oui. Je pense qu'une fois qu'on les a lavées 2 ou 3 fois, je pense qu'il n'y a plus d'émanation. Donc ça permet de ne pas rajouter de produits à chaque fois qu'on les utilise. On continue notre petite tour de produits ménagers zéro déchet, très simple. Vous parliez de détachants pour la moquette, par exemple. On peut redécouvrir la terre de sommière. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une argile, en fait, ocre, qui est naturelle et qui est un super détachant tout issu. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on connaît très peu, qu'on ne trouve pas forcément de manière très facile dans un grand magasin. Mais par contre, dans une petite droguerie, il y a forcément de la terre de sommière. Alors justement, oui, tous ces produits-là, le citron, on voit bien, le vinaigre blanc. Alors, vinaigre blanc, il y en a du tout bête, ou il y en a aussi dans certaines drogueries qui est un peu trafiqué avec d'autres composants. On prend le basique, c'est ça ?
Oui, le vinaigre blanc en soi n'émet pas, il n'y a pas d'émanation toxique. C'est issu d'alcool de betterave ou d'alcool de maïs, hein, en fait, le vinaigre blanc. Donc oui, on prend le basique, ça suffit très bien pour faire le ménage. Est-ce que c'est facile de trouver tous ces produits ou est-ce qu'il faut aller dans des drogueries spécialisées? Alors, si on veut les trouver en vrac, c'est plus compliqué, oui, mais sinon, non, ça se trouve vraiment partout. Enfin, le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc, le savon noir, enfin voilà, c'est des choses très très simples qu'on retrouve partout. Donc si on devait avoir 5 ingrédients pour tout faire, on prendrait quoi? Alors ça, c'est mon conseil perso, parce que je pense que ça dépend vraiment des gens. Mais oui, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le savon noir, moi j'aime beaucoup, le citron, et puis après, comme vous voulez, la terre de sommière, ça aide pas mal à détacher les vêtements. Merci. Alors, la terre de sommière, ça s'utilise en saupoudrant, en fait. Elle est ultra absorbante, tout simplement, c'est une argile très absorbante. Il faut laisser plusieurs heures sur un tissu, et en fait, c'est assez magique. Alors ça, c'était l'action 1, on se débarrasse de tous des produits superflus et on revient à 4 ou 5 ingrédients essentiels. Ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche aussi, pas seulement pour les produits ménagers, mais aussi pour les cosmétiques. Alors les cosmétiques qui émettent un peu moins quand même de composés organiques volatiles, mais tout de même, en fait, il y a certains produits qu'on peut utiliser de manière naturelle qui peuvent remplacer certaines crèmes, tout ce qu'on utilise, parce que là aussi on peut réduire quand même. Donc je vais citer les huiles végétales, par exemple, on peut s'appliquer directement sur la peau, ou le gel d'aloe vera qui est apaisant, hydratant, qui calme aussi très bien la peau, et ça fonctionne aussi très bien. C'est des choses très simples, mais il y a plein d'adresses de blogueurs qui renseigneront tous ceux qui cherchent des recettes. Enfin, c'est même pas de la recette en fait, j'ai juste appliqué des produits qu'on trouve aussi dans le commerce. Alors un peu moins facilement, mais on les trouve quand même. On peut couper une branche d'aloe vera et directement se mettre sur le visage ou pas? Alors, vous pouvez essayer, j'ai pas testé, mais je pense que le gel d'aloe vera, il est pas très compliqué à faire soi-même. Il faut aller un peu plus loin, mais c'est possible si vous avez une aloe vera chez vous. Donc dans votre action, dans votre déroulé, là, la deuxième partie, ça serait de se lancer carrément dans la fabrication maison de colle, de vernis, de peinture. Alors là, ça nous paraît tout de suite plus compliqué. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Pas forcément. C'est ça, on met un peu des blocages parce qu'on dit que c'est pas possible de faire faire ces cosmétiques soi-même, de plus en plus. Le do-it-yourself, ça fonctionne. Mais en fait, le do-it-yourself s'applique à toutes les autres pièces de la maison. En fait, on peut faire de la colle pour les enfants, pour qu'ils jouent avec justement sans émission, sans danger. La colle, ça se fait avec de la farine de riz, un peu de sucre et de l'eau. C'est vraiment très simple et c'est des choses qu'on a dans notre cuisine. C'est comme ça que faisaient nos grand-mère probablement, mais là la recette elle est très simple, c'est je pense 100 grammes de farine de blé, une cuillère à soupe de sucre, de l'eau chaude, pas trop, je vais mettre 30-40 centilitres au maximum, et on fait chauffer le tout et on attend que ça se solidifie et ça fait de la colle. Donc pour les enfants, farine de blé ou farine de riz? Tout à l'heure vous avez dit riz. Alors les deux, ça fonctionne, c'est pas exactement les mêmes concentrations, mais on peut le faire avec les deux. C'est de la colle en fait. Et un vernis, on fait ça comment? Alors le vernis, c'est plus compliqué. J'ai pas de recette spécifiquement en tête, mais par contre j'ai une recette de peinture, si ça vous intéresse, dans le même genre d'idée. En fait, la peinture, c'est un peu plus complexe bien sûr que la simple colle, mais la peinture c'est fait de 3 gros éléments. Il y a donc la base de la peinture qui sera la couleur, donc les pigments. Il faut trouver ces pigments. Après il y a déjà un liant. Il faut un liant pour faire le lien avec tous ces pigments. Donc ça peut être de la chaux ou de la fécule. On a de la fécule de maïs tous dans nos cuisines. Ça peut être aussi de la caséine. Et la caséine, on en trouve par exemple dans le fromage blanc. Donc on peut faire de la peinture à partir de fromage blanc. Et après, il faut quelque chose pour le diluer, cette peinture. Donc c'est de l'huile de lin, de l'eau, voilà. Donc vous pouvez faire votre propre peinture à partir de votre fromage blanc dans votre frigo. Enfin, c'est un peu fou quand on y réfléchit, mais ça fonctionne quand même. Et est-ce que ça marche bien? Enfin, est-ce que ça tient aussi bien que la peinture à l'huile? Toxique, je pense que je peux pas comparer, j'ai pas autant de personnes qui ont testé que forcément, mais oui, je pense que ça fonctionne sans souci. Quand on mélange toutes ces substances, on risque rien quand on prend tous ces produits naturels, ou aussi il y a un effet cocktail qu'on ignorerait et qui finirait par... je me tourne plutôt par là. Alors, on a du fromage blanc et par exemple et de l'huile d'amande douce, c'est dangereux ou pas? Pour moi, pas du tout. A priori, je dirais non, mais tout ce qui est, c'est vrai, les produits d'entretien, vinaigre et tout ça, il y a une étude qu'on est en train de mener avec
Le CSTB, c'est sur un peu tout ce qui est sol plastique, qu'est-ce que ça peut émettre éventuellement. Donc on a une étude en cours qui paraîtra en juillet prochain, voilà, pour voir est-ce que certains produits ne peuvent pas sur des sols plastiques qui peuvent réagir. Voilà, on étudie. Mais enfin, les recettes que vous donnez quand même sont, je pense, très intéressantes pour diminuer la pollution chez soi. Alors, pour retrouver toutes ces recettes, il y a un petit fascicule qui est très bien, qui s'appelle Le Grand Ménage de Rafa. Je ne sais pas si vous le connaissez. Enfin, voilà, il y a vraiment plein d'astuces. Est-ce que vous avez des adresses comme ça de blog à nous donner ou de sites un peu de référence, ou vous, Audrey, voilà, qu'on pourrait noter pour aller voir toutes ces recettes et s'y mettre à la maison? Après, des blogs de recettes justement de produits ménagers, il y en a plein. Enfin, je n'ai pas forcément un préféré ou pas. Par contre, les recettes un peu plus compliquées sur les vernis, les colles et les peintures, moi je me suis beaucoup inspirée d'un hors-série publié par Kaizen, le magazine, justement sur tout ça. Donc ils en ont fait plusieurs et à chaque fois il y a plusieurs recettes de ce type. C'est très inspirant. Audrey, vous connaissez des blogs un peu là-dessus? Effectivement, Le Grand Ménage de Rafa, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre au ménage un peu plus naturel. Et sinon, il y a l'ASEF, l'Association Santé Environnement France, qui édite un petit guide sur l'air intérieur aussi, et qui a pas mal de conseils pratiques dessus. Et puis voilà, et puis Féminin Bio, le site, évidemment, où il y a pas mal de conseils. Vous pouvez trouver ça par mots-clés, c'est assez facile. Merci. On termine par le dernier conseil pour... Le troisième, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. La troisième grande action pour réduire les polluants, c'est effectivement acheter ces meubles de seconde main, en fait, pour limiter énormément les émissions de polluants liées au mobilier. En fait, ça c'est assez simple. Ça se développe de plus en plus. On a de plus en plus de sites internet, de troc ou de dons, des sites comme Give ou autres, qui permettent non seulement d'acheter de seconde main, mais aussi d'échanger ou de donner, ou voilà, de limiter les déchets tout en limitant les émissions de composés organiques volatiles. Le site Give, par exemple, mais il y en a d'autres. Il y a donon.org. Enfin bon, ça c'est pour... Oui, Le Bon Coin. Après, Le Bon Coin, voilà, c'est le premier, classique, bien sûr. Donc on laisse à d'autres le soin de prendre les premiers polluants pendant les 3 premiers mois, et puis après on récupère les meubles derrière. Dans l'idéal, il faudrait effectivement limiter l'utilisation de ces colles, de ces produits sur tous les nouveaux mobiliers. Après, à partir du moment où ils sont produits, le principe aussi de la démarche zéro déchet, c'est d'éviter de surproduire, de surconsommer, de faire à partir de l'existant, en fait, parce qu'on peut, c'est s'attaquer à une partie du problème, pas à l'intégralité, ça je suis d'accord, mais à une partie du problème. Merci. Audrey, est-ce que vous êtes d'accord avec ces premiers conseils? Oui, évidemment, il y a plein de choses qui ont été dites qui sont très intéressantes. Je ne vais pas réinventer la roue là, en rajoutant plein de choses, mais oui, je suis complètement d'accord avec un retour à des produits assez basiques. C'est vraiment du bon sens, et je pense que c'est comme ça qu'on peut réfléchir à assainir son intérieur. Après, c'est vrai que de toute façon, on n'échappera pas à la pollution, qu'elle vienne de l'extérieur ou de ce qu'on utilise chez nous. Voilà, donc il y a des conseils comme aérer votre appartement, votre maison, qui sont du bon sens et à appliquer tous les jours, mais voilà. Alors vous, dans votre magazine, c'est Féminin Bio, donc il y a bio. Est-ce que les produits bio, parce que là on était sur des produits complètement basiques, du citron, pas forcément bio, du vinaigre blanc, je ne sais même pas si ça existe en bio. Si, je pense. Okay. Oui. Mais donc vous, il y a pas mal de produits bio qui se développent, à la fois des produits ménagers, des produits d'assainissement aussi. Il y a plein de bombes, notamment pour assainir. Il y a des huiles essentielles. Tout ça, est-ce que ça vaut quelque chose, ou est-ce que ça n'est que du marketing? Alors, non, c'est pas que du marketing. Maintenant, en fait, les labels bio garantissent la non-utilisation d'un certain nombre de polluants, notamment des perturbateurs endocriniens qui sont interdits en bio, dans le ménage comme dans les cosmétiques ou les lessives, les produits d'hygiène. Donc c'est intéressant de se tourner vers les produits bio. Maintenant, il y a aussi des émanations dans le bio, notamment les huiles essentielles sont un bon exemple. Alors, il y a énormément de mises en garde qui sont faites envers les huiles essentielles, parce que c'est aussi un marché qui se développe très
fort et que les gens, en auto-utilisation, on a peut-être des lacunes en savoir lesquels sont à risque ou pas, notamment pour les populations dont vous parliez, donc les femmes enceintes et les enfants. Maintenant, je suis toujours épatée du nombre de mises en garde qui sortent contre ces produits, alors que on dit pas grand-chose finalement des produits de grande distribution qui sont beaucoup plus polluants. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça vaut les diffuseurs d'huile essentielle avec des mélanges assainissants? Est-ce que c'est quelque chose qui va permettre de nettoyer l'air ou pas? Je vois Swad qui fait comme ça. Alors, ça n'a pas l'air. En fait, ce qu'il faut, je pense, retenir, c'est qu'à partir du moment où on émet quelque chose dans l'air, de toute façon, ça charge l'air. Donc, on rajoute une pollution à son air. Donc, c'est évidemment pas en rediffusant quelque chose qu'on va assainir. Maintenant, c'est vrai que quand on veut se débarrasser d'odeurs ou d'une certaine pollution, on peut tout de même diffuser ces huiles essentielles. Alors, surtout pas en présence d'enfants ou de femmes enceintes ou même d'animaux, justement qui sont sensibles à ces émanations-là, mais faire une diffusion en l'absence de ces personnes-là et puis ouvrir les fenêtres, voilà, ça permet quand même d'avoir un meilleur effet. Tout à fait. Pour compléter, les personnes asthmatiques aussi, il faut complètement éviter de mettre parce que ça émet des allergènes en fait, tout simplement dans l'air, donc il faut éviter de rajouter des choses en plus. Est-ce que ça tue les microbes quand même? Parce qu'il y a quand même marqué qu'à utiliser quand il y a un hiver un peu chargé de microbes. Si je me réfère à une étude qui avait fait, je crois que c'était Que Choisir, il y a 1 ou 2 ans. Donc ils avaient testé tous les produits, bombes, etc., que ce soit bio ou pas bio. Tous effectivement émanent des composés organiques semi-volatiles. Donc de toute façon, la recommandation de base, j'irai même plus loin que ce que vous dites, Audrey, c'est normalement quand on met ça et on sort de la pièce. Et pendant 20 minutes, il n'y a personne dans la pièce qui rentre. Voilà. Parce qu'il y a les femmes enceintes, les petits-enfants, etc., par rapport aux perturbateurs endocriniens. Puis vous parliez des asthmatiques, il y a des gens qui vont avoir des rhinites allergiques, qui ont des maux de tête, et ça peut être ça. Donc voilà. Et ce qu'il disait, c'est que ces sprays assainissants assainissent un peu l'atmosphère, mais sous réserve de cette utilisation-là. Voilà. C'est sûr que ce que personne ne fait jamais. Je pense pas, je ne sais pas. Après, je pense pas je pense que si, il y a des personnes qui sont hyper informées, qui font très attention, mais je ne sais pas si on posait la question à tout le monde dans la salle, la manière dont on utilise ça. Voilà, il y a pas grand-chose qui. C'est exactement ce que Audrey a dit. Je crois tout fait une émanation. Donc, on parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui disait les encens, les bougies, c'est pareil, hein, ça fait des émanations. Oui, alors c'est vrai que déjà tout ce qui nécessite une combustion, donc ça c'est à éviter totalement à l'intérieur, et donc à privilégier les huiles essentielles. Alors là aussi attention, parce qu'il y a vraiment différentes qualités d'huiles essentielles, elles ne se valent pas du tout, hein. Sur le marché il y a tout et n'importe quoi. Même en bio, il y a des mauvaises qualités d'huile essentielle qui du coup ne vont pas avoir les propriétés assainissantes ou antibactériennes qu'elles sont censées avoir. Donc, comment on repère les bonnes des mauvaises? Là, c'est une question de marque et de connaissance des fabricants, donc je pourrais je pourrais donner les noms offline. Si c'est marqué HECT, ça veut dire que c'est une huile essentielle chémotypée. Ouais. Donc c'est quand même une garantie de qualité, c'est-à-dire que par rapport à la manière dont est fabriquée une huile essentielle, il faut qu'il y ait une combustion normalement pendant 3 heures pour qu'il y ait toutes les molécules aromatiques qui s'expriment. Mais voilà, donc quand il y a marqué HECT, il y a eu ce travail aussi long qui a été fait. Mais par exemple aussi, sans faire flamber ou sans faire chauffer, c'est vrai que parfois il y a des pièces, moi par exemple je vois là au cabinet où je travaille, il y a une salle d'attente, il n'y a pas de fenêtre. De temps en temps, il faut quand même qu'on puisse aérer et on ne peut pas toujours tous ouvrir nos cabinets, nos fenêtres en même temps. Voilà. Donc dans des pièces comme ça qui ne sont pas très grandes et où il n'y a pas de fenêtre, si on met une petite plaque d'argile, un petit rond d'argile, et on met 2 gouttes par exemple de citron zeste en huile essentielle, à une période de l'hiver comme ça, vous avez quand même plein de gens qui sont malades, ça fait une odeur déjà qu'en général tout le monde apprécie, et on ne prend pas de risque par rapport à l'émanation puisqu'on ne le fait pas chauffer. Donc on est juste un peu assainissant par rapport à des microbes qui se promènent dans cette saison hivernale, et on ne le fait pas chauffer, c'est ça qui est important. Alors, il y a quelques années, c'était la mode, en tout cas on a vu plein d'articles sur le bienfait des plantes dépolluantes, et notamment qui s'appuyaient à peu près toutes sur la même étude, qui était une étude de la NASA, qui avait montré
les vertus des plantes pour dépolluer l'air intérieur. Soit au téléphone, vous m'avez dit que tout ça c'était n'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'il y a quand même pas mal de magasins qui vantent les mérites des plantes dépolluantes. Donc l'étude de la NASA, ça s'est fait dans un milieu clos avec rempli de plantes, avec des taux de concentration de polluants très importants. Et on a vu en effet une diminution de ces polluants. Mais des études ont été faites sur une pièce classique, une chambre, avec 4 plantes. 4 différentes plantes. C'est un programme qui s'appelle PHYTER, P-H-Y-T-I-R, qui a montré qu'on pouvait avoir quasiment peu de... Il n'y a pas un effet de dépollution visible. Enfin, il y a eu des mesures, en fait, avant, après, et quasiment rien. Pour que ça se fasse, il faut peut-être tapisser cette chambre de plantes, qui, quand même, ça émet aussi autre chose, des allergènes, etc. Donc voilà, donc, les plantes polluantes ont d'autres bénéfices, mais pas de bénéfices dépolluants, chez soi en l'occurrence. Vous êtes toutes d'accord ou Oui, je pense que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'articles dans ce genre-là. Après, je pense que ce qui est important peut-être dans la plante, c'est aussi le bien-être qu'elle procure. Et du coup, le fait d'avoir des plantes qui reconnectent à la nature permet... ce n'est pas mauvais, sauf si elles moisissent ou si certains allergènes. Mais c'est tout de même bien d'avoir des plantes chez soi. Ça nous dépollue la tête, quoi. Voilà, c'est ça. C'est déjà ça. Pas forcément l'air intérieur. Alors, est-ce que dans les produits bio ou tous les autres produits, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des repères sur l'étiquette? Est-ce que quand je vais dans un magasin, je peux me dire ça je prends, ça je prends pas? Qu'est-ce qu'on regarde en fait pour faire les bons choix si on choisit de ne pas prendre les basiques, si on veut aller sur des produits plus sophistiqués? Il y a des labels en fait. Il y a le label EcoCert détergent et EcoCert détergent bio qui a une exigence un petit peu plus élevée. Et puis vous avez aussi l'écolabel européen. Donc ça, c'est des labels, les labels généraux. Après, de toute façon, dans tous ces cahiers des charges bio, donc il y a souvent 2 niveaux de certification. Donc on le voit avec EcoCert détergent bio. Mais déjà, dans le premier niveau, il n'y aura pas les alkylphénols, il n'y aura pas de triclosan, il n'y aura pas de molécules qui émanent des perturbations endocriniennes. Savoir que de toute façon le label le plus exigeant dans ce domaine-là, comme dans le domaine des cosmétiques, c'est un label qui s'appelle Nature et Progrès, qui est très exigeant aussi vis-à-vis des producteurs, vis-à-vis de l'environnement. C'est pas forcément des choses qu'on va trouver facilement dans les grandes surfaces, parce que c'est souvent des petits producteurs. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, il y a le site de Nature et Progrès, où vous avez l'annuaire des pros, vous pouvez aller voir dessus, et ça permet quand même de voir où est-ce que c'est diffusé. C'est sûr que c'est pas en région parisienne qu'on va les trouver les plus facilement, mais n'importe où en province, on les trouve quand même très très facilement. Donc il y a ces produits-là, et puis sinon il y a tout ce qu'on peut fabriquer, comme Pauline l'a indiqué. Et juste pour ajouter, on peut aussi aller à la rencontre de pas mal de fabricants dans les salons bio qui sont régulièrement tenus en région et à Paris, où là, on a plus accès à ces produits-là, Nature et Progrès, parce qu'il y a des petits producteurs qui sont là, qui expliquent leur démarche, et voilà, on peut avoir plus d'infos comme ça sur les compositions aussi. Est-ce que sur l'étiquette, il y a 3 ingrédients vraiment à bannir absolument? Enfin, faut se munir d'une loupe pour lire quand même l'étiquette, encore 6, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses où on se dit ça, s'il y a ça, comme dans les shampoings, en bio ou en bio et pas en bio, quoi. Non, est-ce qu'il y a vraiment PEG, quoi. Voilà, après moi. Les PEG. Ouais, les PEG, les triclosan, etc. Après, il faut. Ils s'appellent comme ça sur les étiquettes? Non, justement pas. Ça, ils ont des petits noms secrets, quoi. Ça s'appelle la liste INCI. Ils ont plusieurs dénominations, donc c'est très compliqué de vraiment faire la chasse à ça. Mais bon, en gros, quand il y a SLS, PEG, tout ça, c'est à bannir fortement. Puis en plus, en général, c'est au début dans l'étiquette. Et là, pareil, il y a un site qui recense tous les... Alors, je sais pas, j'ai pas de source en tête là, mais je crois que l'Observatoire des cosmétiques propose une liste de ça. Mais sinon, sur les produits ménagers, j'ai pas de... Sur les produits ménagers, je crois pas. De toute façon, sur les produits ménagers, il y a une vraie différence, c'est dans le cahier des charges des labels. Dans le cahier des charges des labels EcoCert ou Ecolabel européen, ils sont interdits. Après, pour le reste, honnêtement, c'est incompréhensible. Je veux dire, il y a
tellement de dénominations pour notifier un composant qu'on ne sait pas, en dehors du fait qu'il faut effectivement, enfin même pas prendre une loupe, parce que comme vous disiez, c'est rarement sur l'étiquette, il faut aller le consulter après sur une liste de produits. Et puis aussi, donc maintenant, on a, comme les gens commencent à comprendre que les PEG, c'est pas bien, donc il y a tous ces produits qui sortent sans SLS, sans PEG, et qui sont, dont ces composants sont remplacés par des produits qui sont pas moins polluants, mais qui sont pas encore sur le devant de la scène. Donc attention à ça aussi. On est vachement avancé. Non, on va revenir au citron et au vinaigre blanc et on va aérer, puis ça va très bien se passer. Il y a des initiatives qui naissent quand même un petit peu partout, qui sont intéressantes. Vous me parliez tout à l'heure d'une écolo-crèche. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ces initiatives où on préserve l'air intérieur ? Oui, alors moi, mon fils a fait une courte expérience en écolo-crèche et c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait ces démarches-là très exigeantes qui sont mises en place dans des structures collectives, municipales ou parentales, où tout est vraiment contrôlé, donc de l'alimentation à l'hygiène, en passant par les peintures et le contrôle de l'air intérieur par des organismes qualifiés, certifiés, réguliers, et des formations proposées aussi au personnel de la crèche. Et il y en a beaucoup ? Alors des écolo-crèches, je sais pas, j'ai pas le nombre en tête, mais c'est consultable sur leur site. Je pense qu'il y en a peut-être une centaine en France maintenant. Ouais, ou alors il y a des démarches comme la ville de Limoges, dont la dernière crèche est entièrement exempte de polluants, de perturbateurs endocriniens. Donc ça veut dire que c'est un projet qui a été conçu dès le début en amont, aussi bien sur le choix des matériaux que même sur la conception des pièces par rapport à la manière dont ça va être lavé, tous les jouets qui vont être mis à disposition des enfants, etc. Donc il y a soit des initiatives comme ça qui sont des initiatives de collectivités territoriales. Et puis au niveau des associations, il y a le RES, Réseau Environnement Santé, qui a créé un gros collectif, la ville et territoire, justement pour essayer d'aller plus loin là-dessus avec des municipalités. Donc je sais qu'il y a en tous les cas, il y a certains arrondissements dans Paris qui en font partie, la mairie du 2e, j'en suis sûre, mais je pense que plus largement, la ville de Paris s'est engagée là-dessus. Il y a des villes à l'étranger, comme Stockholm, comme Madrid, qui sont engagées. Il y a des villes dans le nord de la France, la ville de Grand-Sainte, etc., qui sont en train de mener des politiques, d'essayer de recenser comment viennent ces perturbateurs endocriniens, etc., chez les gens, et puis de voir ce qu'ils peuvent faire au niveau des collectivités. Donc c'est vrai que là, souvent, ça peut démarrer aussi d'initiatives, de nos initiatives à nous, de groupements de parents, etc. On va aller dialoguer avec une mairie, on va essayer de les inciter puisqu'après tout, si on se dit, tiens, je vais faire ça, très attention chez moi, son enfant, s'il est en collectivité comme ça pendant toutes ces journées où il est particulièrement vulnérable, ça vaut le coup d'essayer de passer à cette échelle-là. Très bien. Bon, sur ces bonnes nouvelles, on va peut-être passer aux questions dans la salle, si vous voulez, puis on conclura ensuite. Oui. Alors, il faut vous donner un micro, en fait, pour qu'on vous entende derrière l'écran. C'est une toute petite question. Il faut se lever aussi, madame. Pourquoi merci. Mettez-vous du sucre quand vous faites de la colle ? Parce que pour moi, c'était de l'eau et de la farine, simplement. C'est meilleur quand on la mange. Pour moi, c'était pour lier encore plus la colle, personnellement. Enfin, c'est le seul attrait, mais effectivement, on peut faire sans. C'est juste que comme j'en avais dans ma cuisine, je l'utilise avec, mais effectivement, on peut faire sans. Si vous pouvez vous lever aussi, s'il vous plaît. C'est une petite question aussi. J'aurais voulu savoir au niveau des plantes, si elles ne sont pas vraiment des polluantes, s'il y en a de vraiment nocives à éviter. Je ne suis pas spécialiste des plantes. Il y en a certaines qui doivent être très allergènes. Alors là, je pense qu'on peut retrouver. Alors je ne connais pas de site sur le sujet, mais oui, il y a certaines plantes qui sont plus allergènes que d'autres. Oui, d'intérieur, oui, même d'intérieur, oui. Mais les lys, je dis une bêtise ou pas ? Ça vous dit rien ? Que les lys seraient assez allergènes De toute façon, les plantes, la plupart sont très gravement toxiques. Le muguet est mortel, le laurier cerise est mortel aussi. En fait, il y a des gens qui regardent sur... Ouais. Je dis qu'il faut savoir que la plupart des plantes d'intérieur sont très toxiques par ingestion directe. Ah oui, si on les mange.
Mais Bah si, oui, oui, bien c'est sûr. encore plus grave. Bien sûr, mais après, Et c'est le là, c'est ce muguet, qu'elle... le muguet est mortel, le laurier cerise. Oui, mais ça, il ne faut pas manger les plantes. Oui. Oui, Ne mangez pas vos fleurs, surtout. voilà, donc c'est important quand même. Enfin, pas les fleurs qu'on vous offre. Ouais. Oui, moi c'est par rapport à la réglementation. Vous avez énoncé des dates 2019, 2020, avec peut-être un petit étiquetage pas évident et tout ça. C'est très très lent. Et comment on peut expliquer cette lenteur? Parce que quand on achète un meuble, par exemple, on va l'acheter pollué. Et peut-être qu'au bout de 3 mois, il sera un peu moins pollué, mais l'école et tout ça, c'est 10 ans enfin, qu'on introduit dans nos maisons des choses. Alors, comment expliquer la lenteur de la réglementation? On touche une industrie quand même de l'ameublement. Donc voilà, il faut convaincre. Et c'est pas évident de convaincre. Il y a des progrès comme qui sont faits. Enfin, on sait que le bois massif est meilleur que du contreplaqué, mais voilà, il faut faire prendre conscience. Et c'est vrai que ça prend du temps, mais la France n'a pas à rougir en termes de réglementation sur le sujet. On a fait un benchmark de la qualité de l'air intérieur dans différents pays dans le monde. Certains pays sont très avancés. Je vais dire la Corée du Sud, ils surveillent plein de polluants dans plein de sites différents depuis plus de 20 ans. Alors voilà, il y a certains pays qui sont plus en avancée, mais bon, on a l'étiquetage, voilà, on avance tout doucement, mais sûrement. Mais c'est assez récent de toute manière, l'Observatoire de la qualité intérieure. Il a été créé en 2001. Oui, donc ça fait pas... Bon, c'est comme 17 ans, mais c'est assez récent par rapport à d'autres organismes de contrôle. 17 ans, ça commence à faire. Il y a un rapport de force qui est quand même assez déséquilibré par rapport aux industries. Même l'institution comme l'ADEME, par exemple, aurait pu... Enfin, je sais pas, elle pourrait avoir... c'est le ministère, là, c'est le ministère qui met en place les politiques publiques. L'ADEME aide, mais et nous, on aide en faisant des études, justement, pour éclairer, pour alerter sur ces choses-là. Vous êtes combien au service de la qualité de l'air intérieur ? Alors, au sein du service, on est une dizaine, mais sachant qu'on a des collègues avec un temps plus ou moins important par région. Et puis on a un lien avec d'autres services. Puis on n'a pas parlé de la rénovation aussi, de l'aspect rénovation, où parfois quand on rénove, on a à la fin, in fine, plus de moisissures parce que si on ne tient pas compte des entrées d'air, etc. Voilà, on n'a pas parlé des systèmes de ventilation aussi. On a parlé de réduire les sources de polluants, mais également bien aérer et bien prendre en compte et maintenir ces systèmes de ventilation. Beaucoup de gens bouchent les entrées d'air, etc. Ou quand on change une fenêtre simple à double vitrage, on crée des parois de condensation à côté, on a des moisissures qui se créent, parce qu'il faut créer des entrées d'air également. Mais il y a plein de choses qu'il faut alerter sur ce sujet. Oui, parce que c'était quand même votre grande recommandation à toutes les 4 d'aérer et d'ouvrir les fenêtres. Est-ce que c'est valable partout, même quand on habite au-dessus du périph', ou est-ce qu'il y a des endroits... Oui, bon, c'est un peu exagéré comme exemple, mais quand même... Non, mais... Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait quand on habite dans un environnement très pollué ? Il faut faire dans les horaires les moins pollués, j'allais dire, ou très tôt, ou très tard le soir. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plus difficile quand on est au bord du périphérique. Combien de temps il faut aérer ? Alors on dit, je sais pas, ça dépend. On dit minimum 10 matin, minimum 10 matin, 10 soir. Et surtout aussi aérer après avoir fait des activités qui produisent des émanations. Enfin, la cuisine, bien sûr, mais ne serait-ce que quand on a fait sécher son linge, c'est de l'humidité aussi. Quand on a fait du bricolage, quand on a fait les poussières chez soi, il faudrait aérer techniquement après avoir fait les poussières. On n'y pense pas forcément, on fait le ménage, donc c'est propre. Mais non, il faut aérer après ces activités qui brassent beaucoup de polluants. Et puis on peut aussi laisser ses chaussures sur le paillasson et pas les faire rentrer dans la maison, surtout si on habite en milieu rural, agricole, pour éviter de ramener des polluants chez soi. Toujours pareil, pensez aux enfants, on va marcher sur le sol et les enfants ils sont là à 4 pattes, ils touchent tout, ils mettent la main à la bouche, c'est normal. Donc ils ont aussi cette voie d'ingestion. Donc il faut faire, instaurer je rentre chez moi, j'enlève mes chaussures à l'entrée. Tout à fait surprise par une chose, c'est que je ne savais pas que faire sécher son linge était une cause de pollution. En fait, c'est l'humidité, mais quand il y a un excès d'humidité dans l'air, parce que une humidité qu'on accepte, c'est entre 40 et 60% d'humidité. Si on en a trop, ça peut être une cause de moisissure. Bon, alors si vous séchez votre linge, faut bien, pareil, essayer d'aérer, de le faire dans une grande pièce. Et quand aussi on a une humidité trop faible, on a des picotements aux yeux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a une fourchette entre 40 et 60% d'humidité dans l'air. Et si votre linge est lavé avec de la lessive toxique, ça va émettre aussi des polluants. Oui,
Et que pensez-vous des purificateurs pour les maisons? Alors, les purificateurs, alors il faut savoir qu'il y a des normes sur ces purificateurs. Donc certains peuvent émettre d'autres composés. Mais voilà, il faut vraiment voir des purificateurs avec des normes sur ce sujet et bien les maintenir. Si ça utilise des filtres, ou voilà, faut les changer régulièrement. Alors ça dépend si elles sont des normes ou pas. Mais voilà, il y a certains, par exemple tout ce qui est photocatalyse, on a fait des études, certains marchent, d'autres marchent moins bien parce qu'ils réémettent d'autres polluants. Donc voilà. Alors ça peut être intéressant, c'est vrai, si on habite au bord du périph', d'avoir ce genre d'appareil, mais voilà, il faut vraiment prendre des choses il y a une réglementation qui existe et en tenir compte. Et donc, comment ils sont certifiés Oui, voilà, une norme AFNOR sur. D'accord, donc on va trouver un petit autocollant sur l'appareil. Oui, voilà. Et il y aura marqué quoi dessus? La norme AFNOR, puis vérifier sur Internet à quoi ça correspond cette norme, si c'est pas une norme ancienne, oui, voilà, mais. Ok. Il faut que le mot norme AFNOR apparaisse au moins sur l'appareil. D'accord. J'arrive. Je voulais vous dire qu'il existe un site qui s'appelle La Vérité sur les cosmétiques, grâce auquel on peut rentrer les ingrédients qu'on voit sur les produits qu'on achète. Et puis le site vous dit celui-là est toxique, celui-là ne l'est pas, etc. Donc, c'est pas mal. Et il y en a un autre qui s'appelle le flacon, pour les parfums, etc. Et moi, je voudrais savoir s'il y a sur le marché en ce moment quelque chose pour la cuisine, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la cuisson, les matériaux pour emballer les aliments, et aussi pour cuire au four les films. Alors il y a une alternative, il y a une marque qui fait un papier bio, mais alors ça attache, ça crame, c'est pas terrible. Voilà, je voulais savoir s'il y a des choses qui bougeaient. Et puis aussi beaucoup le film étirable en plastique. Est-ce qu'il y a une alternative? Enfin, je sais qu'il y a une alternative grâce à du tissu qui est enduit de cire d'abeille, voilà. Oui. Et puis cousu, et du coup on peut le mettre sur un saladier avec un petit élastique, ça c'est bien. Mais bon, est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a l'assiette, sinon l'assiette que l'on met sur le saladier, ça c'est assez simple. Ouais. Voilà, c'est ça. Il faut retourner au basique. En fait, il y a dans les plastiques, pour répondre à votre question, une des particularités des perturbateurs endocriniens, c'est qu'ils migrent à la chaleur et dans le gras. Hein. Donc, par exemple, quand on va mettre ces aliments et qu'on veut les mettre au frais, au frigo, on peut les mettre dans une boîte en plastique si on veut. En revanche, on va les enlever de la boîte en plastique pour les chauffer. Voilà, donc ça c'est un élément. Si vous mettez un film étirable dessus, a priori avant il y avait des phtalates, il semble qu'il n'y en ait plus maintenant, mais ce qu'il faut juste comprendre c'est que en fait souvent on ne sait pas faire. C'est-à-dire que de toute façon, d'une façon générale, il faut se dire que le plastique pose un problème. Voilà, on est dans un monde très plastique et c'est pas fantastique, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça parle à tout le monde. Donc, si vous voulez, voilà, des fois quand on met quelque chose au frigo, on peut juste mettre une autre assiette par-dessus ou un petit bol. Enfin, on peut trouver un système très simple pour conserver. Et de toute façon, quand on chauffe, il faut pas qu'il y ait d'éléments plastiques dessus parce que sinon, ça risque de migrer dans les aliments. Donc, il y a des gens qui me demandent quand on met au micro-ondes et qu'on met la fameuse cloche plastique dessus, si elle n'est pas au contact des aliments, ça va. Quelle que soit sa matière, mais on peut aussi la trouver dans un autre matériau. Et du coup, parmi les alternatives au film étirable, donc on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est pareil, avoir des tissus, en plus on peut les faire assez facilement, utiliser des tissus tout simplement, ça marche, voire les enduire de cire d'abeille s'ils sont directement en contact avec les aliments, et ça colle, ça marche très bien, ça remplace complètement le film étirable. Pour la cuisson, justement, quand on veut, mettons... vous savez, il y a ce papier qui est vendu dans le commerce classique, mais qui est pas terrible. Et donc, je sais qu'il y en a un autre, mais bon, il est moyen au niveau de la tenue. Enfin bon, est-ce que vous savez s'il y a des choses qui se développent? Ça, je n'ai pas de réponse précise. Après, moi, je sais que personnellement, je me suis posé la question de les supprimer. Et du coup, je reviens à des techniques de beurrer et huiler tous les plats... Enfin voilà, c'est très simple en fait, on les connaît, hein, ces techniques, on ne va pas réinventer l'eau chaude, donc tout simplement revenir à la base. Et le silicone, est-ce qu'il
Alors le silicone, alors je dis toujours au jour d'aujourd'hui, même si ça semble un peu stupide, c'est parce qu'en fait la connaissance de ces polluants et des perturbateurs endocriniens, elle est en évolution constante. Hein. Donc on est dans un monde de chimie de toute façon, mais pour le moment, toutes les études qui ont été faites sur le silicone, c'est que ça ne migre pas. C'est une molécule qui ne bouge pas du moule et qui ne migre pas, donc qui ne pose pas de problème pour la santé. Pareil pour le latex, hein, Sophie la girafe que tout le monde connaît. Sophie la girafe, tout va bien pour elle, elle est en latex naturel, ses colorants sont naturels, il n'y a pas de migration. Voilà. Merci, bonsoir. Moi j'ai 2 questions en fait. Vous avez parlé de savon noir et alors peut-être j'ignore le sujet, mais pour moi le savon noir c'est juste pour se faire un gommage. Donc j'aimerais bien savoir comment on peut l'utiliser à la maison pour faire le ménage. Et ma deuxième question, c'était la moisissure sur les murs. Enfin, nous, notamment, on a un mur dans le salon et on fait tout ce qu'on peut, mais il n'y a rien à faire, ça revient. Et est-ce qu'il y a un moyen, je sais pas, on le nettoie peut-être pas avec le bon truc, mais là, on teste le déshumidificateur d'air, mais j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Alors, avant de nettoyer, c'est essayer de rechercher pourquoi vous avez des moisissures. Est-ce que c'est un mur avec l'extérieur? Est-ce que c'est une inondation? Vous avez une inondation chez vous? Non, c'est un mur c'est le mur du salon qui donne dehors, qui est orienté au nord. Il n'y a jamais le soleil. Voilà. Et est-ce que vous avez une fenêtre double vitrage? Ouais. Et peut-être il y a un manque d'entrée d'air, peut-être. Vous avez créé donc la fameuse paroi de condensation dont j'en ai parlé tout à l'heure. Ça arrive souvent quand on change de fenêtre, mais il faut ramener un artisan qui... Alors, je ne sais pas si vous êtes dans un immeuble ancien ou pas, mais essayer de créer une entrée d'air pour résoudre ce problème. Ok. Parce que c'est vraiment que à cet endroit-là. Oui, je pense que c'est lié à ce changement, ce fameux changement de fenêtre qui arrive souvent quand on ne tient pas compte, parce qu'on calfeutre complètement. Donc avant, il y avait une aération naturelle qui passait par les murs autour des fenêtres, mais là, on a complètement bouché, donc il vaut mieux essayer de créer. Alors, voilà, et quand on trouve pas le vinaigre, non. Alors le vinaigre, on a essayé, je ne sais pas. Alors, je sais qu'à un moment on a parlé de Javel, mais c'est avéré que le Javel n'est pas du tout efficace, même pour les moisissures. Alors le Javel à éviter, mais encore plus pour les moisissures, parce qu'il y a eu des études, on a vu que même ça pouvait être un aliment pour les moisissures par la suite. Donc il faut vraiment. Alors il existe de produits un peu dans des sites un peu bio, mais je ne sais pas s'ils sont efficaces ou pas. Mais il existe des sites spécifiques pour nettoyer les moisissures. Mais vraiment, il faut vraiment rechercher la cause. Parce que vous nettoyez, ça va revenir par la suite. Ouais, tout le temps, chaque hiver, en fait. Donc vraiment, ramener un artisan, essayer de trouver comment créer une aération. Oui, c'est ça. Il faut mieux ventiler, chercher une ventilation. Oui, vous avez peut-être aussi un enduit extérieur. Alors, il y a le phénomène de fenêtre, madame a raison. Vous avez clôturé une source de ventilation, mais il se peut aussi fort bien que votre extérieur, votre revêtement extérieur, soit aujourd'hui suffisamment perméable, qui fait que l'humidité, l'humidité on en a au quotidien même s'il ne pleut pas, fait qu'elle traverse les murs et qu'elle vient à l'intérieur vous crée de la moisissure. Mais comme disait madame, il faut trouver la cause, parce que sinon vous pourrez mettre tous les produits miracles que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Le savon noir, oui, il y en a plusieurs sortes. Enfin, il n'y a pas beaucoup de différence en soi entre eux. Il y a le savon noir du gommage qui est un peu plus solide, enfin, c'est une texture un peu entre le solide et liquide, et le savon noir ménager qui est liquide en fait, en général, vous le trouvez en bouteille d'1 litre. C'est génial pour le ménage, et ça c'est au rayon produits ménagers. Mais c'est à peu près, je pense, le même dedans. Oui, c'est très gras, mais c'est justement dégraissant, en fait. C'est un savon, si vous voulez nettoyer votre évier ou votre hotte, ça fonctionne très bien parce que c'est très dégraissant. Après, oui, le savon noir s'utilise avec de l'eau, forcément, il faut rincer derrière votre éponge. Sinon, ça ne fonctionne pas. Que penser des poêles avec des revêtements anti-adhésifs, genre téflon et autres ? Alors en fait, les poêles, le revêtement lui-même ne pose pas de problème, mais il est collé avec un matériau PFOA. S'il y a une rayure, c'est ce matériau qui risque de passer. C'est pareil pour les poêles en céramique qui sont rarement
des poêles en céramique brute. Enfin, quand c'est des poêles en céramique brute, vous le savez parce que ça pèse 1 tonne. Donc les poêles en céramique fine, en fait, c'est ça. Donc tant que c'est pas rayé, ça pose pas de souci. Ça pose un souci à partir du moment où c'est rayé. Et pour les produits ménagers, vous n'avez pas parlé de nettoyage à la vapeur. Est-ce que c'est pas la solution avec la microfibre? Le nettoyage à la vapeur, oui, ça marche très bien. Hein. C'est avec des appareils. Donc là, c'est pas très zéro déchet. Hein. Mais c'est effectivement, un investissement à la base. Oui, et on met pas de produit dedans en fait. Hein, c'est que de l'eau. Oui, mais il y a l'électricité pour faire marcher la machine. On est d'accord. C'est pour ça que je disais que c'est pas très zéro déchet. C'est juste, ça n'émane pas de produits qui vont polluer l'air intérieur, puisque ce n'est que de l'eau et de la vapeur. Voilà. Voilà, c'est pas trop la saison, mais avec les moustiques, on met des prises à moustiques. Donc comment on peut éviter ça? Et pour les fourmis aussi, des fois, on est un petit peu envahi. Surtout éviter, je pense, les prises de moustiques, parce que là, vous émettez plein de polluants qui sont vraiment pas très bons. Alors pour les recettes, je passe. On peut faire des insecticides maison aussi dans les recettes, c'est possible. Pour les moustiques, simplement de la citronnelle, ça va être le remède de grand-mère de base. Alors à voir si on doit l'appliquer sur la peau en partie ou si on essaie de le diffuser, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Pour les fourmis, mouches et autres, je sais qu'on peut aussi faire des infusions de certaines plantes, et notamment la lavande, qui est un insecticide naturel et qui permet de lutter contre certains insectes et qui est beaucoup moins nocif pour votre santé aussi à vous. Oui, moi j'utilise des huiles essentielles du coup de citronnelle. Il y a des sprays qui sont vendus par certaines marques et aussi se couvrir avec un drap, ça aide l'été même quand il fait chaud, ça aide à éviter de se faire piquer. Mais oui, il n'y a pas vraiment de choses qui n'émanent rien et qui protègent des moustiques malheureusement. Les géraniums. Les moustiquaires sinon. Planter des géraniums. Tout à fait. Non mais par exemple pour les bébés, moi avec mes enfants c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'avais une moustiquaire sur leur lit, même à Paris en fait ils dormaient sous moustiquaire sur leur petit lit à barreaux en fait. Et du coup, comment ? Ah non, avec les grands ça marche plus. En tout cas pour les bébés ça évite de leur pchiter des huiles essentielles et ça évite des polluants. Et pour les mythes des clous de girofle. Qu'on met où Dans des petits sachets, alors qu'ils sont peut-être pollués. Mais moi, j'ai des petits sachets. Je mets des clous de girofle, et des sachets de lavande. Moi, j'ai 2 questions à poser. L'une sur les prises anti-moustiques, parce que celle vendue en pharmacie a écrit qu'on peut mettre même pour les bébés et tout ça. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui faisait que ça tuait les moustiques, mais à une vitesse grand V. Donc, qu'est-ce que ça émet? Des pesticides, des insecticides. Et ils mettent que c'est bon pour les bébés? Non, c'est pas bon pour les bébés. C'est pas... En fait, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des pesticides, on en parle beaucoup dans l'alimentation, mais les pesticides, il y en a chez nous aussi. Ils viennent de ça, de tous les produits qu'on met pour tuer les insectes ou contre tous les nuisibles et des animaux. Contre les puces, etc. On leur met ça dessus. Et aussi des fleurs coupées qu'on nous offre ou qu'on ramène de chez le fleuriste qui sont traitées aux pesticides. Parce que pour ne pas dire de marque, sur 5 sur 5, le diffuseur, il y a écrit pas de danger. Le diffuseur, il y a des pesticides qui sont émis et qui sont, qui sont toxiques. Et ensuite, la deuxième question, on achète du bio. Et tous les bio, les viandes, les poissons et tout, il y a des films en plastique dessus où il y a sûrement des phtalates. Et est-ce qu'il n'y a pas un danger que ça passe dans les aliments? Alors écoutez, j'ai rencontré quelqu'un de l'ANSES aujourd'hui, donc je sais qu'il y a une grande étude en cours sur les migrations des emballages comme ça. Pour le moment, sur les perturbateurs endocriniens, donc le phtalate en est un, les migrations se passent à chaud. Voilà. Donc voilà, après, si vous achetez d'une façon générale, quand on achète des choses sous plastique et qu'on les ramène chez soi dans son frigo, c'est mieux de les sortir des plastiques et de les emballer autrement pour les conserver dans son frigo. Je
principe de précaution. J'ai demandé à mon magasin, qui est la Vie Claire, de chercher la composition de ces emballages, parce que ça servait à rien que j'achète du bio pour m'intoxiquer avec les emballages. Et j'ai redemandé, j'ai jamais eu la réponse. Après, face aux emballages, de manière générale, la démarche zéro déchet, c'est aussi supprimer ces emballages qui ne sont pas utiles en soi. Donc, si vous avez vraiment des doutes sur certains emballages, le mieux, c'est aussi d'aller justement dans le magasin bio à la coupe, qui vous permet de ramener vos propres contenants. En fait, il y en a de plus en plus. Oui, de viande aussi, de fromage, bien sûr, même sur votre marché, en fait. Et ça fonctionne très bien. Vous ramenez votre propre contenant, en verre ou en plastique, si jamais, mais plutôt en verre. Et ça fonctionne très bien auprès des commerçants, en fait. Oui, ça fait une question. C'est pas une question, c'est juste par rapport aux moustiques pour vous dire qu'il existe une méthode qui s'appelle la paume d'ambre, je crois, où on prend une orange ou un citron et on coupe en deux et on plante des clous de girofle. Et moi, ma tante fait tout le temps ça et ça marche tout le temps. Voilà. Moi, je préfère l'idée de mettre les clous directement en contact avec le jus. Je me dis psychologiquement, ça diffuse, mais ça marche très bien. Enfin, j'ai jamais eu de souci avec cette méthode-là. Donc c'est pas obligé, hein, du temps à ma droite. On peut les mettre aussi directement dans l'orange, quoi. Oui, il y en a qui le font. Oui, oui. Après, moi, c'est... Puis c'est joli. On va peut-être prendre une dernière question, parce qu'il va falloir qu'on libère la salle ensuite. Moi, c'était pour revenir par rapport à l'humidité dans l'air comme polluant. Alors, je sais pas, je comprends pas bien comment ça peut être un polluant. Et du coup, tout ce qui est les pays tropicaux, le hammam, tout ça, où on a de l'humidité dans l'air, pour savoir. Alors, c'est pas vraiment un polluant. On peut pas dire que c'est vraiment un polluant, mais ça peut être à l'origine d'une pathologie, ou d'une cause de moisissure. Voilà, c'est ça. Quand je dis qu'il faut faire attention, il vaut mieux avoir une humidité entre 60 et 40%. C'est quand on est en excès, on peut avoir d'autres problèmes dans le bâti. Mais voilà, l'eau en elle-même n'est pas un polluant. C'est comme le CO2 qui est un gaz à effet de serre, mais c'est pas un polluant. Mais quand il est en excès, ça perturbe. C'est plutôt dans la concentration, etc. C'est pour ça que dans les écoles, on mesure le CO2 parce qu'il y a souvent des problèmes de ventilation et d'aération dans les écoles. Hein, et donc, il est important de le suivre parce que, déjà, c'est un indicateur d'une mauvaise ventilation-aération quand c'est élevé. Hein, je diverge vers le CO2. Et pareil, c'est un impact, il y a des études qui ont montré, c'est un impact. Quand dans les réunions, on est très confiné, on est endormi, ou les enfants, s'ils s'endorment, c'est parce que aussi, il peut y avoir un excès de CO2 important, il y a une baisse de concentration. Donc, ce n'est pas un polluant, mais ça, c'est un indicateur. Voilà. Le hammam, c'était une bonne question. Ça dure pas longtemps, voilà. C'est pareil aussi, comme je disais, la concentration, il y a la dose et la durée qui est un facteur important. Donc, en fait, l'eau en elle-même n'est pas dangereuse pour la santé. Vous pouvez aller au hammam. C'est un facteur aggravant s'il y a des moisissures. En fait, donc s'il y a des moisissures dans votre hammam, il y a un problème. Mais sinon, l'humidité, trop d'humidité peut développer des moisissures et donc des problèmes d'émanation de polluants. Mais en soi, l'eau n'est pas du tout un souci. Au contraire. Elles émettent des allergènes en fait dans l'air, et donc pour des personnes très sensibles, dans les hôpitaux, dans les services d'hématologie par exemple, on fait très très attention parce que ça peut être un facteur très aggravant pour certaines populations sensibles. Est-ce qu'il y a une petite astuce pour mesurer l'hygrométrie? Ah oui, il y a plein d'appareils qui sont sur le marché. Je ne sais pas ce que c'est le décret dans les écoles qui pousse ça, mais oui, il y a beaucoup d'appareils qui mesurent à la fois ou l'humidité tout seul, oui, ça existe, où vous avez toute une pléthore, humidité, température, et l'indice de confinement, le fameux CO2. Voilà, vous pouvez, voilà, ça existe. Ah, sur l'humidité, là, j'ai pas d'astuce simple à vous donner. C'est plutôt des allergènes, voilà. C'est plutôt en tant qu'allergène, voilà. Allez, une petite dernière. Il était fait mention des vêtements qui revenaient de chez le teinturier. Donc, quelles sont les règles de bonne pratique? Oui, donc je repose la question parce que tout le monde ne l'a pas entendu. Donc, que faire des vêtements qui reviennent de chez le teinturier et qui sont généralement bien chargés aussi
Alors c'est le nettoyage à sec en fait, qui est du perchloroéthylène, qui est très toxique. Hein. Il y a eu des morts parfois, des gens qui habitent au-dessus des pressings. Ça peut exister. Donc il y a une réglementation où d'ici, alors je vais un peu lointain, je crois 2020-2022, ouais. Où on trouve des solutions pour arrêter petit à petit ces fameux pressings de lavage à sec. Parce que par exemple, quand vous avez des rideaux, vous ramenez des rideaux lavés à sec, il ne faut pas les mettre tout de suite, encore moins dans votre chambre de votre bébé, mais vraiment les aérer ailleurs avant de les remettre. Parce que là, ça peut être un problème. Il y a des pressings qui sont sans perclos, voilà, qui se mettent en place. Vous pouvez retrouver, il y a un label pour des pressings écolos. Alors, il faut enlever les journaux du plastique. Non, les rideaux. Ah, d'accord. Oui. Et ceux qui ne sont pas à sec, mais qui sont les pressings, il y a plein de pressings où c'est pas à sec. Oui, mais ça va dépendre du coup de la lessive. On va revenir à la même question que tout à l'heure. Quand on lave à sec, c'est le lavage à sec qu'il faut faire attention. Si vous lavez quelque chose à sec, faites attention qu'on vous le ramenez chez vous. De l'aérer, pas dans votre chambre à coucher. Il est 20h, ça fait 1h30 qu'on est dans cette pièce, on a émis beaucoup de CO2. Il est temps d'ouvrir grand les fenêtres. Je vous invite à descendre en bas et à retrouver nos intervenantes et puis à boire un coup. Un grand merci à vous.